Actualité avec Christine Ockrent. La France reste et restera fidèle à ses engagements au Liban, vient de déclarer le président Mitterrand. Le chef de l'État est rentré de Beyrouth en fin d'après-midi après avoir inspecté les lieux du terrible attentat d'hier contre le contingent français et après s'être entretenu avec le président libanais. Le président Reagan réaffirme la détermination américaine de maintenir des troupes au Liban et propose une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la force multinationale pour en renforcer les moyens. Les opérations de secours se poursuivent à Beyrouth pour dégager les victimes et d'éventuels survivants. Dernier bilan, 23 morts français, 183 morts américains. Les deux attentats revendiqués hier par une organisation islamique inconnue, revendiqués aujourd'hui par une autre organisation, le djihad islamique. Ouverture à Versailles enfin du procès des grâces médicales. L'ancien avocat marseillais Fraticelli s'est constitué prisonnier. Madame, Monsieur, bonsoir. Parti ce matin à l'aube et dans le plus grand secret pour Beyrouth, le président Mitterrand est rentré en fin d'après-midi à Paris. Il y a moins d'une demi-heure, le chef de l'État, dans une brève allocution, exprimait la position de la France au lendemain des tragiques attentats de Beyrouth. Sans plus attendre, écoutons. En allant à Beyrouth, j'ai voulu m'incliner devant nos soldats morts dans l'accomplissement de leur mission, visiter nos blessés et rencontrer avec leurs responsables de nombreux éléments de notre contingent. J'ai vu également le président de la République et les principales autorités de ce pays. Sur place, j'ai pu éprouver le courage et le sang-froid de tous. J'ai apprécié les dispositions prises ou à prendre pour une meilleure sécurité et pour répondre aux agressions. J'ai enfin mesuré l'ampleur d'un drame qui frappe si durement tant de familles aujourd'hui déchirées, auxquelles va ma pensée douloureuse. À tous, je dis qu'un pays est grand par sa force d'âme, par sa résolution, comme par les amitiés et le respect qu'il mérite. C'est pourquoi, au Liban, la France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements. En défendant, là comme ailleurs, ces principes d'indépendance nationale et d'équilibre des forces dans le monde, la France ne défend pas autre chose que la paix. Je vous remercie. Voir de ses yeux l'horreur des décombres et en respirer la poussière, témoigner de l'engagement moral et physique de la France aux côtés du Liban, en étant dans des circonstances aussi dramatiques, le premier chef d'État français à se rendre dans ce pays depuis son indépendance, refuser aussi par sa présence la loi meurtrière du terrorisme, manifester la solidarité de la France avec ses soldats. Telle était donc la signification lourde de symboles et de volonté politique de la visite que le président Mitterrand a effectuée à Beyrouth aujourd'hui. Le principe en avait été décidé la nuit dernière dans le plus grand secret et le chef de l'État français a atterri à Beyrouth à 7 h ce matin. Philippe Arroir. 7 h ce matin, les habitants de Beyrouth se réveillent alors que dans les rues, sur les toits, dans certains quartiers, un dispositif militaire énorme a été mis en place, encore plus énorme que d'habitude. En allumant leur transistor, les Libanais apprennent que François Mitterrand a pris secrètement l'avion à 2 h du matin pour venir chez eux, à Beyrouth. À 7 h, le président de la République est donc arrivé. Il se rend d'abord à la résidence des Pins, la résidence de l'ambassadeur de France, pour un premier entretien avec le président Gemayel. Il en aura un second en début d'après-midi.
Entre-temps, le chef de l'État se sera rendu sur les lieux de l'attentat qui a pulvérisé le poste de commandement français, se faisant expliquer les circonstances, les hypothèses concernant ses auteurs et le point sur les travaux de sauvetage. Les mesures de sécurité, vous le voyez, sont exceptionnelles, mais à Beyrouth, où le danger est permanent et vient de partout, on se dit que même les mesures les plus minutieuses paraissent bien aléatoires. Ce qui donne au geste de François Mitterrand un tour audacieux en même temps que spectaculaire. Avant de regagner Paris, M. Mitterrand s'était rendu au quartier général américain, lui aussi soufflé par une explosion. Sur place, le président de la République dira peu de mots publiquement, des remerciements aux sauveteurs pour le travail accompli. Je suis venu, ajoutera-t-il, pour encourager les forces françaises qui se trouvent au Liban. Le dispositif de sécurité était tel que les images de cette visite, vous l'avez constaté, sont fugaces. Depuis hier matin, sans relâche, les équipes de sauvetage s'efforcent de déblayer les décombres des deux bâtiments américains et français soufflés hier par les deux attentats qui ont eu lieu à peu près au même moment. Le bâtiment américain moins élevé a été plus facilement déblayé. 183 cadavres en ont été extraits. Côté français, l'immeuble qui abritait le PC du 1er régiment de chasseurs parachutistes avait 9 étages. Les opérations de secours sont donc beaucoup plus délicates. Des images de cauchemar que commente Bernard Benyamin. Beyrouth la nuit dernière. Sous la lumière des projecteurs, on continuait à fouiller les décombres de ce qui avait été un poste de l'armée française dans la capitale libanaise. Les grues et les bulldozers remuaient les tas de béton et de ferraille qui retenaient prisonniers des dizaines de Français portés disparus. Travail harassant, mais qui devait porter ses fruits. 8 hommes ont été retrouvés vivants dans la nuit, près de 20 heures après l'explosion. À moins de 1500 mètres de là, près de l'aéroport, c'est au chalumeau que les sauveteurs essayaient de dégager les derniers Marines, pris au piège de cet enchevêtrement de pierre et d'acier. Ici aussi, on avait travaillé toute la journée pour récupérer les blessés, immédiatement acheminés vers les hôpitaux militaires américains en Europe, à Naples en particulier, comme c'est le cas sur ces images. Des blessés en état de choc, il y en a en tout 75, qui se trouvent aujourd'hui, outre l'Italie, en Allemagne fédérale et à Chypre, se demandant toujours ce qui s'est réellement passé pendant leur sommeil. Au petit matin, côté français, on s'acharnait à déblayer les décombres, à la pioche ou à la main, à l'aide de sondeurs aussi, ces petites machines qui arrivent à repérer la vie enfouie sous les gravats. Il reste encore ce soir 36 soldats français portés disparus dans l'attentat. Côté américain, tout était terminé ou presque, les sauveteurs étaient partis. Quant aux survivants, errant sur les ruines de leur QG, souvent eux aussi en état de choc, ils étaient à la recherche d'un objet ayant appartenu à leurs camarades morts, quelquefois d'un simple foulard. Mais c'était déjà une nouvelle journée qui commençait. Les hommes regagnaient leur poste, leurs blindés, et pendant que les ambulances emmenaient les derniers blessés, c'est une force multinationale profondément troublée qui reprenait place dans Beyrouth. La liste des victimes françaises n'a pas encore été communiquée par les autorités militaires et ce soir encore de nombreuses familles sont dans l'angoisse. 22 familles du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pau ont déjà reçu l'avis fatidique du décès de l'un des leurs. Un premier groupe de soldats blessés a été rapatrié en fin d'après-midi. Le Premier ministre Pierre Mauroy est allé les accueillir sur l'aéroport militaire de Villacoublay. Si en France, l'émotion, l'indignation sont considérables, aux États-Unis, l'attentat d'hier est un drame national et déjà pour le président Reagan une redoutable épreuve politique. Dès hier, le président américain réaffirmait avec fermeté l'engagement de son pays au Liban et envoyait sur place le commandant en chef des Marines. Les États-Unis ont des intérêts vitaux au Liban, vient de réaffirmer dans une conférence de presse le président américain qui a déclaré étudier avec les autres pays membres de la force multinationale un renforcement de ses moyens au Liban. Le Pentagone, comme le ministère de la Défense français, n'a toujours pas publié la liste des victimes américaines. Le bilan provisoire, je vous le rappelle, est de 183 morts. L'angoisse des familles répercutée par les médias étreint le pays tout entier. Édouard Laure. L'une de ces familles américaines qui attend depuis hier et qui ne sait toujours rien.
leur fils, le caporal Simpson. Yes, he was very proud. He said to me, "Mother, I'm going up over there." Il était très fier. Il m'a dit, maman, je vais là-bas et je te garantis que si quelque chose m'arrive, je veux que tu sois fier de moi si je meurs pour mon pays. Quand est-ce qu'il vous a dit ça? Dans la chambre, la veille de son départ. Et je lui ai dit, mon fils, je t'aime, tu es mon seul fils, reviens-moi sain et sauf. Il a répondu, maman, c'est mon métier et j'en suis très fier. Et il a continué à répéter, je suis fier d'être américain et de servir mon pays. Hier soir, la femme du caporal Simpson a accouché d'un petit garçon. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai perdu un fils et qu'il vient de me donner un nouveau petit-fils. C'est ce que je ressens. Je ne perds pas espoir, mais j'aimerais que quelqu'un m'appelle pour m'aider. S'il vous plaît, aidez-moi. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit vivant. Je n'en peux plus. Il y a quelques instants, Ronald Reagan a essayé de répondre à la question que tous les Américains se posent. Beaucoup d'Américains se demandent pourquoi nous devons garder nos forces au Liban, la raison pour laquelle ils doivent rester là jusqu'à ce que la situation soit stable et très claire. Nous avons des intérêts vitaux et ce que nous faisons au Liban, c'est pour la paix dans le monde. Ce que l'Amérique veut aujourd'hui, c'est savoir clairement ce qu'on y fait là-bas, pour combien de temps on va y rester. Et cela au lendemain du départ d'une base de Caroline du Nord de quelques 300 autres Marines dont la mission est de remplacer les victimes de ce dimanche. Le secrétaire d'État américain George Shultz pourrait, dès cette semaine, se rendre en Europe pour organiser une rencontre avec ses collègues européens afin de renforcer la force multinationale au Liban. Les États-Unis, comme la France, depuis hier, mettent tout en œuvre pour découvrir les auteurs, sinon les responsables des attentats et en éclaircir les circonstances. Je vous le disais en ouvrant ce journal, une seconde organisation qui s'intitule le Djihad islamique a revendiqué ce matin la responsabilité des attentats que s'appropriait dès hier un mystérieux mouvement de la révolution islamique. Le djihad islamique, lui, a déjà revendiqué de multiples attentats meurtriers au Liban au nom de l'islam libanais. L'organisation même des deux attentats prouve cependant qu'il ne s'agit pas d'une besogne d'amateurs, même si, et la controverse là ne fait que commencer, on peut s'interroger sur les précautions qu'avaient prises aussi bien les Français que les Américains pour protéger leurs troupes. Didier Régnier nous rappelle les circonstances précises des attentats d'hier matin. Le cas et les témoignages se recoupent. Des camions suicides bourrés d'explosifs ont foncé sur les bâtiments où logeaient les Marines américains et les soldats français. Hier matin donc, un camion emprunte la grande avenue qui mène à l'aéroport international, là où est installé le quartier général américain. Il passe apparemment sans problème les barrages de l'armée libanaise et pénètre sur le terre-plein du camp proprement dit. Le marine qui garde l'accès somnole, alors le camion se lance sur lui à vive allure, fait sauter la guérite et force la barrière de fer qui protège l'enceinte du bâtiment. Un marine ouvre le feu, mais il est trop tard, le camion s'encastre dans l'immeuble et c'est l'explosion. Cette version est confirmée par le porte-parole des Marines américains, M. Jordan. Effectivement, dit-il, nous avons vu ce camion qui arrivait sur la route de l'aéroport. Il s'est jeté contre les grilles et le poste de garde à toute vitesse. Puis il a pénétré dans le hall du bâtiment et tout a explosé. À moins d'1 kilomètre de là, et pratiquement au même instant, une camionnette se jette contre l'immeuble où se trouve le cantonnement français. La sentinelle tire, mais là aussi, elle ne peut rien faire. Dans les deux cas, une précision sans faille, une charge énorme. Deux attentats très bien organisés et qui ne peuvent être l'œuvre d'un groupe isolé ou d'une milice locale. Alors, qui a agi et pourquoi ?
Oui, qui a manipulé, orchestré les deux attentats d'hier? La Syrie comme l'Iran affirment officiellement aujourd'hui n'y être pour rien. Jérusalem accuse la Syrie. Moscou, dans un premier commentaire officiel, accuse les États-Unis de vouloir développer leur présence au Liban grâce à ces attentats. Mais Moscou ne dit rien sur ses auteurs. Paul Nahon fait le point des questions qui se posent. Ce soir encore, il est toujours aussi difficile de savoir avec précision qui sont les auteurs du double attentat de Beyrouth. Les hypothèses sont multiples dans un pays où les factions, les intérêts, les groupes de pression, les alliances d'un jour remettent en question depuis plus de 10 ans l'existence même du Liban. Toutefois, deux nations ont été dès hier mises en cause, la Syrie et l'Iran, parce qu'elles ont toutes deux objectivement intérêt à la déstabilisation du Liban. L'Iran a été la première désignée par le gouvernement américain, mais son représentant à l'ONU a aussitôt rejeté les accusations qui pesaient contre lui. The lady first mentioned that the White House has been informed through intelligence sources. C'est une accusation sans fondement. Nous ne sommes aucunement impliqués dans cette affaire. De notre point de vue, toutes les preuves circonstancielles qu'on s'efforce de rassembler n'ont aucune valeur. Mais on peut toutefois remarquer que l'attentat contre les Français et les Américains ressemble en tout point à celui effectué en avril dernier contre l'ambassade américaine à Beyrouth. Même méthode, mêmes explosifs. Les Américains avaient conclu à l'époque à une responsabilité iranienne, sans oublier les menaces très précises et très graves du gouvernement iranien contre la France après la livraison des super-étendards à l'Irak. Deuxième pays incriminé, la Syrie. Cependant, Damas rejette toute responsabilité dans cet attentat. Mais la Syrie, qui depuis toujours veut exercer sa souveraineté sur le Liban, n'a jamais caché son désir de voir la force multinationale quitter ce pays. C'est aussi la seule armée régulière et entraînée qui occupe le Liban depuis plusieurs années. De plus, chaque fois qu'un espoir de paix surgit au Liban, il est vite assassiné. Rappelez-vous l'ambassadeur français Louis Delamarre, tué à Beyrouth par un commando manipulé par les Syriens. Reste enfin que cet attentat, parfaitement organisé et prémédité, porte la marque d'une grande puissance, l'Union soviétique, qui a intérêt, elle aussi, à déstabiliser toute la région. Et le président Gemayel a rappelé ce matin, dans un appel pathétique, toutes les attaques extérieures dont son pays était victime. Depuis maintenant près de 10 ans, les Libanais ont été la cible d'actions motivées et exécutées de la même façon. Néanmoins, ces actions n'ont pas atteint leur but, celui de détruire la volonté du peuple libanais qui veut préserver sa liberté et son mode de vie démocratique. Dans cette courte déclaration tout à l'heure du Palais de l'Élysée, le président Mitterrand a donc exprimé la position officielle de la France, une position qui déjà dès hier, dès les premières réactions de Paris, recevait le soutien d'une bonne partie des formations politiques, même si le Parti communiste manifestement est dans l'embarras. Et les propos très fermes du chef de l'État ce soir vont encore plus loin qu'on ne pouvait s'y attendre, Albert Duroy. Au Liban, a dit le président de la République, la France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements. On attendait à son retour le signe de la détermination française à rester à Beyrouth. Ce signe est catégorique et ce n'est pas surprenant. Plus inattendu et plus important, cette deuxième phrase du président de la République que je vous rappelle. En défendant là comme ailleurs ses principes d'indépendance nationale et d'équilibre des forces dans le monde, la France ne défend pas autre chose que la paix. L'équilibre des forces dans le monde est donc, selon lui, en cause au Liban. Comment dire plus clairement qu'il faut voir dans ce drame libanais un épisode de plus dans l'affrontement Est-Ouest. En défendant là comme ailleurs cet équilibre, a dit le chef de l'État. Ailleurs, c'est peut-être le Tchad, mais c'est peut-être aussi, c'est certainement aussi, le débat nucléaire en Europe. Voilà la réponse aux pacifistes qui ont nombreux manifesté ce week-end. En deux phrases, le président de la République a donc donné une sorte de fil conducteur global à toute la politique internationale de la France en ce moment. Reste une question, on sait l'opinion publique française majoritairement réticente devant ses engagements militaires à l'étranger. Cette opinion publique reculera-t-elle sous le choc du drame de Beyrouth ou bien répondra-t-elle comme on répond à un défi?
Et dans notre dernier journal à 23h, un débat sur le sens et la portée de l'engagement de la France au Liban opposera le directeur du Quotidien de Paris, Philippe Tesson, au directeur de l'Humanité, René Andrieux. La France a donc la volonté de maintenir son engagement militaire au Liban. Le président de la République vient de le répéter. Voyons donc avec Patrick Lecoq comment le dispositif militaire français peut continuer à absorber cette charge alors qu'une partie des troupes est toujours au Tchad. Djibouti, Centrafrique, Tchad, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire, Liban. Les soldats français sont présents presque partout dans le monde. Sur les 27 régiments appartenant soit à la 11e division parachutiste, soit à la 9e division d'infanterie de marine, soit à la 31e brigade, et qui constituent le principal des forces d'intervention à l'extérieur du territoire métropolitain, 16 au moins ont participé, en tout ou en partie, à des opérations outre-mer au cours de ces 12 derniers mois. Tous les régiments totalement professionnalisés, à 3 exceptions près, le 2e REP, ultime recours pour le gouvernement, de la 3e DBLE, implantée à Djibouti, et du 3e REI, installé en Guyane, ont été engagés. Parmi les régiments constitués à la fois d'engagés et de soldats du contingent ayant opté pour un service long et volontaire pour servir outre-mer, presque tous ont successivement envoyé des unités de combat au Liban ou au Tchad. Cette extrême tension sur les effectifs disponibles, immédiatement, explique les difficultés actuelles du commandement dans l'hypothèse où de gros renforts devraient être envoyés dans un point quelconque du globe. Une solution pourtant pourrait être trouvée assez vite. D'abord parce que le gouvernement a décidé la création d'une phare, la force d'action rapide, comptant 47 000 hommes. Ensuite par un regroupement des effectifs. Actuellement, en dehors des régiments professionnalisés, de nombreux engagés volontaires sont dispersés dans différentes unités, chasseurs alpins, infanterie ou blindés. Dans quelques mois, une bonne partie de ces engagés volontaires sera regroupée. Ainsi seront constitués plusieurs nouveaux régiments de soldats de métier. Le premier à être ainsi transformé sera le 1er régiment d'infanterie. De nouvelles unités qui pourront alors venir renforcer les paras, les marsouins ou les légionnaires, là où le gouvernement jugera bon d'engager les forces françaises. Un tout dernier bilan des victimes des attentats d'hier, côté américain. On a dénombré maintenant 186 morts américains. Du côté français, je vous le rappelle, il y a 23 morts jusqu'ici. Un rappel, le numéro de téléphone à Pau, le numéro de téléphone que peuvent former les familles qui désirent s'informer sur le sort de leurs proches, le 16 61 54 02 02. Au lendemain des manifestations pacifistes qui, avec une ampleur inégale, ont eu lieu dans divers pays d'Europe, Moscou annonce que les préparatifs pour l'installation de nouveaux missiles en Allemagne de l'Est et en Tchécoslovaquie ont déjà commencé. Il s'agit vraisemblablement des nouveaux missiles SS-21 et SS-22 de plus courte portée que les SS-20. La mesure prévue depuis longtemps par l'OTAN est présentée à Moscou comme une riposte au prochain déploiement probable des nouveaux missiles américains en Europe. L'édition spéciale que nous avions préparée ce soir sur ce thème, sur l'Allemagne fédérale, enjeu à la fois du pacifisme et des euromissiles, cette édition spéciale est bien sûr reportée en fonction des tragiques événements de Beyrouth. L'actualité économique et sociale en France, maintenant, en bref, le ministère des Finances s'apprête à lancer une campagne pour mobiliser les Français sur le thème de l'inflation. Le slogan « Objectif 5% en 84 ». Le dispositif concernant le régime des prix l'an prochain doit être arrêté dans les semaines qui viennent. Au ministère des Finances, on ne veut toujours pas parler de blocage des prix, mais la surveillance des prix dans certains secteurs devrait être plus stricte encore. Le conflit des papeteries de la Chapelle d'Arblay, le tribunal de Rouen a ordonné aujourd'hui l'évacuation de l'usine de Saint-Étienne-du-Rouvray, occupée depuis le 1er septembre par la CGT. Manifestation à Nice contre la politique économique et sociale du gouvernement. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de diverses organisations socio-professionnelles. Ouverture aujourd'hui devant le tribunal de Versailles du procès des grâces médicales de Marseille liées à l'affaire Kéchichian. L'ancien avocat marseillais André Fraticelli a créé la surprise ce matin en se constituant prisonnier. Paul Lefebvre a suivi la première audience, mais d'abord Michel Perrault nous rappelle les grandes lignes de cette affaire. Dans le procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Versailles, un seul absent, Robert Kéchichian.
C'est pourtant lui qui est au centre de l'affaire. Incarcéré à la prison des Baumettes pour trafic de drogue, il est libéré le 10 juillet 81 pour raison médicale, un cancer de la peau à l'abdomen. 5 inculpés sont donc présents dans le box. Le docteur Alain Colombani, médecin-chef de la prison des Baumettes. On l'accuse d'avoir trompé le juge Michel sur l'état de santé de Kéchichian. Une contre-expertise est demandée par le juge. 2 médecins légistes sont désignés. L'un d'eux, Bernard Mariotti, confirme la réalité du cancer. L'autre expert, Raymond Mazot, signe le rapport de son confrère sans avoir examiné Kéchichian. Solange Troisier, à l'époque médecin général des prisons, signe un certificat confirmant les déclarations du docteur Colombani et s'oppose au transfert du détenu à l'hôpital central de Fresnes. Il ne reste donc au juge qu'une seule solution, libérer Kéchichian. André Fraticelli, enfin, avocat de Kéchichian, est accusé d'avoir tout manigancé. En fuite depuis 5 mois, il s'est finalement présenté aujourd'hui à l'audience. André Fraticelli a réussi son opération surprise. Il est là, tout le monde le regarde et tout le monde se demande ce qu'il va bien pouvoir dire. Car s'il est revenu, ce n'est pas pour rien, d'autant qu'il n'a pas caché qu'il voulait repartir libre bien sûr. En réalité, ce procès à odeur de scandale et qui commence à petits pas feutrés aura 2 visages. Débat médical d'abord pour répondre à la question Kéchichian avait-il ou non un cancer en pleine évolution, et puis un débat qui risque de devenir querelle entre les inculpés. Quelqu'un a-t-il tout organisé et qui, bien sûr. C'est là qu'on risque de se dire des vérités. On attend un peu. De l'utilisation de la vidéo dans la lutte contre le trafic de drogue. Les téléspectateurs américains viennent d'en avoir la démonstration dans une affaire qui continue de faire sensation aux États-Unis depuis que l'ancien constructeur automobile, le flamboyant John DeLorean, a été arrêté il y a 1 an. Thierry Calbet. La main dans le sac. John DeLorean est confortablement assis. Il vient de négocier l'achat de 100 kilos de cocaïne. Mais le FBI filme la scène et intervient. Debout. Menottes. Clic-clac. John DeLorean n'en revient pas. Ce trafiquant est l'ancien vice-président de la puissante General Motors. Il avait investi sa fortune personnelle dans la fabrication de voitures de super luxe en Irlande. Mais l'affaire est en faillite. Pour se renflouer, DeLorean tente de trafiquer de grosses quantités de cocaïne. Maladroitement, car le FBI est sur la piste depuis 5 mois. Et le prend sur le fait. C'était il y a 1 an. Aujourd'hui, ce document inhabituel peut être diffusé. Regardez bien, nous sommes dans un hôtel confortable, en compagnie de businessmen opulents. Un homme apporte une grosse valise bourrée de billets de banque. Et voici le 2e paquet, dit-il. La cocaïne, elle, a déjà changé de main. Ça fait 4,5 millions de dollars à peu près. Ça vaut de l'or, mais c'est beaucoup moins lourd, remarque DeLorean. Et on s'apprête à sabler le champagne. Mais voilà, les policiers du FBI, eux aussi, étaient là. Et ils interviennent. DeLorean sera jugé le mois prochain. Il risque 15 ans de prison. 2 informations sportives encore pour continuer d'alléger une actualité encore bien tragique aujourd'hui. D'abord de la voile avec la course La Baule-Dakar. La course est partie depuis 1 semaine maintenant. 16 bateaux ont viré la bouée des Açores. En tête toujours le catamaran de Patrick Morvan devant le trimaran d'Eugène Riguidel et un autre catamaran, celui de Marc Pajot, Charente-Maritime, les talonne de près. Ces bateaux sont attendus à la bouée des Canaries demain en fin de matinée. Automobile, c'est officiel depuis ce matin. Alain Prost courra chez McLaren la saison prochaine. Prost retourne ainsi dans l'écurie de ses débuts en Formule 1. Il sera aux côtés de l'Autrichien Niki Lauda. Du côté de chez Renault, l'équipe est maintenant au complet. Le pilote anglais Derek Warwick a en effet été choisi pour courir la saison prochaine chez Renault en compagnie de Patrick Tambay. Et maintenant, de bonnes nouvelles, j'espère, avec le temps, Alain Gillot-Pétré. Ah, le beau temps. Vous voulez le voir? Regardez ce beau temps sur la photo satellite. La voici. Toujours un anticyclone triomphant. Ces nuages, comme nous disait la météo nationale hier, arrivent et se désagrègent littéralement. Il ne restera pratiquement plus rien demain. Donc, nous aurons du bon temps. Voici maintenant la carte. Attention quand même le matin au brouillard localement givrant. Autant dire que les particules d'eau qui sont encore à l'état d'eau mais qui sont en dessous de 0 degré peuvent se transformer en givre et donc instantanément elles se transforment en glace. Si elles tombent sur la route, ça peut glisser sur le nord, le nord-est, le centre et même un peu partout. Attention au brouillard le matin. Mais l'après-midi, dans l'ensemble, c'est du beau temps. Simplement quelques petits passages nuageux, ça n'est pas grave. Les températures quant à elles sont stationnaires. Attention au gelé le matin. C'est dû au brouillard givrant, bien sûr. De -1 à -4 degrés selon les régions et l'après-midi,
de 11 à 20 degrés à Bastia et à Nice. Demain, c'est le mardi 25 octobre. Nous aurons 4 minutes de soleil en moins. Levé 7h27, couché 17h42 et nous fêterons tous les Enguerrands. À 23h, Claude Sérillon vous présentera notre dernier journal. Demain, à 12h45, vous avez rendez-vous avec Noël Mamère pour Antenne de Midi. À 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.